Hélène Derieux est donc doctorante à Sorbonne Université. Elle travaille dans un axe qui est mis en évidence par le Collegium Musicae, où font intervenir la faculté de médecine et également la musicologie, donc la faculté des lettres, sur des sujets autour de musique et santé, notamment par rapport à l'époque médiévale. Je résume rapidement. Elle a fait des études de philosophie en Allemagne, elle a fait des études de musicologie et elle dirige aussi un ensemble de chants grégoriens. Donc elle pratique la musique et elle chante. Et c'est pour ça qu'avec Catherine Nogrette, on souhaitait l'entendre pour nous faire une petite présentation sur les mêmes problématiques finalement, mais par rapport à la notation musicale directement, c'est-à-dire interprétée à partir des signes écrits. Voilà. Donc, merci beaucoup. Aujourd'hui, je suis très contente d'intervenir dans le cadre de ce séminaire parce que je l'ai suivi l'année dernière et j'avais trouvé absolument passionnant le côté justement de conjuguer les arts visuels, le cinéma. Et donc, je suis très contente de, je suis très contente de pouvoir intervenir dans le cadre de ce séminaire et vous parler donc des notations et des rythmes de ce que j'appelle le chant liturgique latin entre les 9e et 13e siècles. Vous allez voir pourquoi j'ai appelé ça comme ça, parce que vous aurez tous en tête l'expression chant grégorien, mais j'aimerais justement préciser ce concept. Alors en fait, le chant dont je vais parler, c'est bien du chant liturgique en latin, donc de l'Occident chrétien. Depuis l'Antiquité tardive, on commence à chanter en latin à Rome, on va dire vers le 4e siècle. Le christianisme étant né dans un milieu de juifs convertis et de grecs. Donc, ce n'est pas initialement latin, mais ça devient latin très rapidement et ça prend une très grande importance. Donc, ce chant, c'est le répertoire, donc j'ai dit liturgique, donc ça va dans une liturgie, c'est le répertoire de la messe et de l'office. Les messes, vous voyez ce que c'est, et les offices, c'est donc les qui rythment la journée. Il y en a 7 par jour dans les ordres religieux. Ce qui est important de dire, c'est que ce chant liturgique, il sert à réciter le texte. Alors, j'ai mis le texte liturgique et le texte biblique, c'est-à-dire le texte sacré du livre sacré. Tout le texte liturgique n'est pas toujours biblique, parce que des fois, on a écrit des choses, des séquences qui ne sont pas dans la Bible, mais c'est très important la primauté du texte, en fait. C'est un point essentiel. Parce que ici, ce qu'on va voir aussi, c'est le rapport justement signe-texte, en fait. Et donc voilà, donc pour aller assez rapidement, parce qu'on est quand même un peu pressé par le temps, mais Saint-Augustin en a parlé notamment, parce que la question qui se pose, c'est est-ce que finalement la musique sert bien le texte, ou finalement elle devient première par rapport au texte et elle ne sert plus le texte du sort. Donc il y a toujours cette question-là en arrière-plan, il faut garder ça à l'esprit. Question nomenclature, donc je vous parlais tout à l'heure du chant sacré, enfin du chant liturgique. On dit chant grégorien, mais il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des dialectes, vieux-romain, gallican, mozarabe, ambrosien, bénéventin, qui sont liés à différentes régions, à différentes traditions. Il faut s'imaginer un arbre avec différentes branches. Ce qu'on appelle grégorien, on l'appelle parfois aussi plein chant, donc je reviendrai sur cette expression du latin cantus planus, donc plein au sens de plat, en fait. Ça, c'est important pour le rythme, justement. Donc, je dis chant dit grégorien, en fait, ça correspond au chant gallican, du chant des Gaules, qui est devenu un chant romano-franc au IXe siècle. Donc, en fait, c'est un chant qui date d'une réforme carolingienne. Les Carolingiens ayant eu la main sur l'Empire ont introduit beaucoup de réformes. Ils ont imposé la règle monastique de Saint-Benoît à tous les monastères, par exemple. Et ils ont donc eu cet instrument important d'unification qui est ce chant qu'ils ont créé à partir du chant des Gaules et d'un chant qui existait à Rome. Donc, c'est ce que nous allons voir dans les manuscrits. C'est un chant qui est issu de cette réforme-là, parce que les premières notations viennent du IXe siècle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant, mais en tout cas, nos premiers témoins sont des manuscrits du IXe siècle. Ce chant, il a quelques caractéristiques qui sont importantes. Donc, je vous disais, premièrement, il est en langue latine, et comme le texte est premier, la langue est très importante. Ensuite, c'est un chant qui est a cappella, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'accompagner d'instruments, en tout cas dans un premier temps, et majoritairement pas s'accompagner d'instruments. C'est un chant monodique, donc une seule voix. C'est important aussi, puisque à partir du XII-XIIIe siècle, on va avoir des polyphonies, on va rajouter des voix, mais a priori, c'est un chant qui est chanté sur une seule voix. Et c'est un chant modal, donc par rapport à la musique que vous connaissez
la musique actuelle, qu'elle soit classique ou non, vous avez en Occident une musique qui est majeure, mineure, hein, dans des modes majeurs, mineurs. Ici, c'est une musique modale, donc qui ressemble plus à la musique traditionnelle que vous avez dans d'autres cultures, qui s'organise par mode. Et c'est un chant qui est au niveau du rythme, puisqu'on rejoint cette question, qui n'est pas mesuré, c'est-à-dire que vous allez voir dans les manuscrits, vous n'avez pas des barres de mesure et un cadre comme ça rythmique. Vous suivez en fait le rythme verbal. Encore une fois, on revient au fait que le texte est premier. On se base sur le texte. Le texte latin a son rythme propre. Il a des accents, hein, il est accentué, et les accents latins ne sont pas ceux du français. Il est accentué sur la pénultième et l'antépénultième syllabe, alors que le français, il est accentué plutôt sur la dernière syllabe. Donc, c'est très important d'avoir le rythme latin en tête pour pouvoir interpréter ce chant. Et ce qui est plus difficile pour une personne de langue française, justement, parce qu'on a un autre rythme, enfin une autre accentuation en tête. Donc, ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui rapidement dans cette présentation, c'est d'une part, enfin c'est en 3 temps si vous voulez. La première chose, c'est finalement pourquoi on note ce chant liturgique, pourquoi on ne l'a pas noté avant le 9e siècle. Je pense que c'est une chose importante de pourquoi il y a eu tout ce temps avec du chant qui n'était pas noté. Ensuite, quels sont les moyens de noter ce chant dans les premiers systèmes de notation, comme je vous l'ai dit, ils apparaissent au 9e siècle, réforme carolingienne. Et ensuite, comment est-ce que ces premiers systèmes de notation, donc pour vous dire, en fait, il y a un système qui est lié à la ville de Laon, qui est en Picardie, et un système qui est lié à Saint-Gall et à Einsiedeln, qui sont des villes suisses alémaniques, pas très loin de Zurich, si vous voulez situer. Donc, ces premiers systèmes qui apparaissent au 9e siècle vont évoluer, en fait, c'est-à-dire qu'ils vont évoluer. Eux, ils vont continuer à exister, mais il y a d'autres systèmes qui vont apparaître au cours du temps, 10e, 11e, 12e siècle, jusqu'au 13e siècle. Et pourquoi est-ce que j'ai mis cette limite du 13e siècle? Parce qu'à ce moment-là, on arrive sur des écritures sur ligne et on arrive sur des fameux petits carrés qui sont l'ancêtre des notes rondes qu'on a sur les partitions aujourd'hui. Donc, on a un vrai changement de paradigme à ce moment-là. Mais entre le 9e et le 13e siècle, vous avez donc plusieurs systèmes d'écriture, familles d'écriture, on va voir ça, qui cohabitent et qui essayent donc de noter des éléments de la mélodie et du rythme qui sont conçus d'abord comme des aides-mémoires et qui essayent d'être des aides-mémoires évidemment le plus efficaces possible. Il y a des questions de transmettre et des questions d'enseignement derrière. Donc, premier temps, je mettais le haut Moyen-Âge, donc la partie, si vous voulez, le premier développement de ce chant liturgique latin, une culture du livre sans notation musicale. C'est assez étrange quand on pense à l'importance qu'a le livre à cette période. Je vous ai mis un exemple, le psautier dit de Saint-Germain du VIe siècle. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en fait, c'est un parchemin teinté de pourpre, écrit en argent avec de l'or. C'est le plus riche que ce que vous puissiez faire. Ça vous montre à quel point l'écrit est valorisé. Donc, pour une culture qui valorise autant l'écrit, n'a pas pour autant eu besoin d'avoir une notation musicale. Isidore de Séville, donc, qui est un très grand théologien de l'Espagne visigothique, nous dit si les sons ne sont pas retenus par la mémoire des chantres, ils se perdent car on ne peut pas les écrire. Donc, on avait noté que c'était un point, mais on n'avait pas... En tout cas, nous n'avons pas de traces de système de notation, de manuscrit à cette époque-là qui est noté le chant. En revanche, vous avez le texte, n'est-ce pas? J'ai dit le texte est premier, le texte biblique est noté. Vous avez des évangéliaires avec l'évangile, vous avez des bibles avec l'intégralité du texte sacré, vous avez des psautiers avec les psaumes, donc ça, ce n'est pas un problème, le texte est noté. Alors, sur le texte, justement, on éprouve parfois le besoin d'écrire certaines petites indications quand même, quelques éléments de notation musicale. Je pense notamment au récit de la Passion, où en fait on indique au chantre altius un peu plus haut, celeriter plus. Enfin, il y a des notations qui consistent à dire vous allez monter la voix, mais c'est très très bref et c'est marqué sur le texte. Ce psautier-là dit de Saint-Germain, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, là, en lettres d'or, vous avez DS, c'est la Dominus, donc le Seigneur, donc logiquement, on l'a mis en lettres d'or. Et puis, vous avez ici un R en lettres d'or. En fait, c'est le responsorium, donc c'est une forme d'indication musicale, parce qu'on dit c'est un répond, mais c'est une rubrique. Ce qu'on appelle rubrique, ça vient du latin qui veut dire rouge, hein, donc c'était dans les marges. Donc ça, c'est une forme de rubrique qui est mise en évidence en lettres d'or. Donc ça donne quand même une certaine importance. Mais il n'y a absolument aucun élément ici autre que ça qui soit musical dans ce psautier.
Donc, ce premier point, jusqu'au IXe siècle, a priori, on n'a pas éprouvé le besoin de développer outre mesure un système de notation. En revanche, au IXe siècle, on a ce système de Cingales et ce système de Laon. La question, donc, c'est il faut nous imaginer qu'on est à la place d'un scribe qui a entendu chanter ou qui est chanteur lui-même et qui va devoir noter une mélodie. Alors déjà, il part du texte, facile, donc il a un manuscrit avec le texte. Et maintenant, il se demande comment vais-je noter le chant, comment vais-je noter le rythme et comment vais-je noter les hauteurs. Donc, comment est-ce qu'il va procéder? Il a un moyen qu'on va appeler le neum, qu'on associe au grec pneuma, le souffle. Je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite dans les manuscrits. Il a ce qu'on appelle la chironomie, donc du grec qui signifie en fait la main, c'est-à-dire le geste, si vous voulez, qui accompagne le chant. Bon, parce que dans l'apprentissage, on fait un certain geste, et puis ensuite, quand on dirige le chant, qu'on se dirige soi-même, on fait un certain geste. Donc, il a ça en tête, et en tant que graphiste, il a son geste graphique. Vous allez voir pourquoi ça a une importance, cet élément chironomie, geste graphique, et ce nom de neum. Donc, je vous ai parlé des neumes de Cingales et de Laon. Ce sont des aides-mémoires, ce sont des notations qui ne sont pas sur des lignes, vous allez voir ça, c'est écrit sur le texte, il n'y a pas de ligne qui nous donne des hauteurs, ce qu'on appelle adiasthématique, il n'y a pas de tempo, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de notification de ce sens-là, mais il y a des indications de rythme. Donc, nous allons voir déjà directement dans le texte ce que ça veut dire. Donc là, vous avez en fait le manuscrit, donc un manuscrit de Cingales, il y en a plusieurs, dans le système d'écriture de Cingales, qui est une communion, donc c'est le répertoire de la messe, quatrième dimanche de l'Avent, Ecce Virgo, tiré du livre d'Isaïe. Et vous avez donc l'élément qui vous indique ça, la rubrique en rouge communion, voilà. Donc ça, c'est marqué, c'est comme ça que c'est organisé. Et puis à la fin de cette communion, vous avez le P de psaume, parce qu'en fait, ça fonctionne avec une antienne et ensuite un psaume, et l'antienne vient répondre et on intercale des versets de psaume. Ça me permet de vous montrer un peu les éléments de base de ce système. Donc, en fait, le psaume, c'est vraiment la chose la plus simple à réciter, celle qu'on va presque réciter sur une seule ligne, vous voyez. Parce que si je vous fais Exulta vitut giga, ça marche, vous voyez. Pour le psaume, on va réciter comme ça. Et ensuite, il y a des petits éléments, il y a une intonation, il y a des cadences intermédiaires, puis il y a une cadence de fin. Mais c'est quelque chose de très simple. Donc, ça nous permet de montrer les éléments. Donc, élément de base, ce petit point ou trait, ce trait. Et puis, ça, qu'on appelle une virga. Donc, un élément qui, vous voyez, il va un peu comme un accent en fait. Il va dans le sens d'avancer, il va plutôt vers le haut. Et donc, ça, c'est la base du système. Le chantre, il va noter, voilà, il commence par son petit trait et puis il note comme ça au-dessus. On avance, on avance, on avance. De temps en temps, il va vouloir dire, ici, il y a 2 notes. On monte, ou ici, il y a 2 notes, on descend, ou 3 notes, ou 4 notes, vous voyez. Donc, il va réfléchir comme ça, syllabe par syllabe. Donc, je vous mets virga et tractulus, ce sont les éléments de base. Alors, ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, ici, vous avez juste une phrase qui est donc une phrase de psaume. Les psaumes étaient su par cœur, donc on sait que c'est le psaume 18. Et puis, un psaume, vous savez, il y a 2 parties. Dans chaque verset, il y a 2 parties. Ici, vous voyez que moi, j'ai mis une distinction qui n'existe pas en rouge, là, mais parce que tout le monde l'a en tête. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui sont évidents. Si vous voulez, on n'a pas besoin de les noter. Donc, rythmiquement, sur le psaume, en soi, c'est une récitation, ça va assez vite, il n'y a pas tellement de nuances. Mais sur la pièce, la communion elle-même, il y a beaucoup plus de nuances. Et vous voyez d'ailleurs la tête de l'écriture. Ça a l'air plus compliqué, c'est beaucoup plus développé. Donc, en fait, cette pièce, si vous la passez, ça va vous faire Ecce virgo concipiet et pariet filium et vocabitur nomen eius Emmanuel. Exulta vitut gigas ad currendam viam suam, assum ocello egresio eius. Vous voyez, la partie de psaume est beaucoup moins, beaucoup moins développée, beaucoup moins ornée. Et vous voyez là où j'ai mis la petite étoile rouge, en fait, c'est là qu'on entend viam suam.
là, il y a une petite pause, et en fait, après, vous voyez mélodiquement que vous repartez sur autre chose. Alors, ce que vous avez dû entendre, c'est justement sous. Vous voyez, il descend, donc il fait ce petit signe pour descendre, et il fait 2 notes avec ce petit signe-là. Deuxième petit signe que je viens d'entourer en jaune, exul. Vous avez 2 notes, mais ça monte. Voilà, et il fait ce petit signe-là. Ensuite, vous aviez, dans cette psalmodie, vous aviez un eum de 3 notes. Voilà. Vous l'avez ici. Donc là, il marque 3 notes. Tout ça, c'est des notes assez légères et des notes assez rapides. Et puis, vous aviez vous voyez ces petites apostrophes. Voilà. Donc, en fait, ça retranscrit finalement le mouvement ou le geste vocal. Disons que c'est à la fois mélodique et rythmique, mais par contre, là-dedans, vous n'avez aucune notation des hauteurs. Moi, je sais qu'en fait, la pièce, elle commence, enfin, c'est un mode de Ré, donc je sais qu'elle finit sur la note Ré, je connais la modalité, et les chantres connaissaient la modalité, donc ils savaient que cette pièce est en Ré. Et vous avez des manuscrits qui s'appellent des tonnerres qui vous donnent les tons, et vous savez, mode de Ré, mode de... Voilà. Mais ici, si vous n'avez pas mode de Ré, vous ne pouvez absolument pas chanter ça. Même si vous avez mode de Ré, en fait, vous ne pouvez pas chanter ça. Parce que ce n'est pas parce que je vous ai dit les notes montent que je vous ai dit de combien elles montaient. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle adiastématique avec le A privatif grec. Diastématique, ça veut dire justement avec des hauteurs relatives. Alors, oui, donc juste pour vous dire ce que je vais faire maintenant, je vais vous expliquer en fait les moyens justement qu'ils ont de noter le rythme, maintenant qu'on a vu à quoi ça ressemblait. Alors, premier moyen, des graphies spécifiques. Je vous explique ce que je veux dire par là. Vous avez vu tout à l'heure, on a fait exulta vite. Bon, là, ça va vite. Exulta. Mais il est tout à fait capable de faire la même chose en mode 2 notes longues, ce que je vous ai entouré en deuxième. C'est-à-dire qu'au lieu de faire tadam, tadam, il va faire tadam. Et il le note comment? Vous voyez la différence? En fait, c'est dans le geste graphique. C'est pour ça que je disais du geste graphique tout à l'heure. Exul. Vous voyez, ça va plus vite de faire ça que de faire tadam. Bon, alors du coup, c'est lié au geste graphique. Alors après, une grande musicologue, Marie-Noël Collec, dit que bon, sur la chironomie, le fait de diriger le chant, on n'est pas sûr en fait. Mais en attendant, on pense que ces neumes peuvent retranscrire le geste justement de la chironomie de la personne qui va chanter ou diriger. Parce que si je chante exulta vite, je peux faire le petit mouvement. Et quand je fais Swan, je peux tout à fait faire ça et puis ça. Donc ça retranscrit tout à fait ce que je ferais avec ma main en fait. Donc premier moyen, de différencier les graphies en fait en faisant des graphies pour les choses longues et des graphies pour les choses rapides. Deuxième moyen, vous avez, alors oui, je vous ai mis en fait la même chose pour un homme de 3 notes en fait. Vous avez premièrement la graphie rapide et ensuite la graphie longue. Ça c'est vraiment rapide. Et vous voyez, c'est pas tout à fait, c'est 3 notes longues. Donc, à part ces graphies spécifiques, vous avez aussi ce qu'on appelle des coupures nomatiques, c'est-à-dire qu'en fait, des coupures donc, qui interviennent sur une syllabe donnée. Sur une syllabe, mettons que vous avez beaucoup de notes, comme sur ce mot Emmanuel. Je vous ai mis la partition en notes carrées pour que vous compreniez ce que je veux dire. Donc, sur la syllabe ma, vous avez toutes ces notes-là. Et vous voyez qu'elles sont séparées graphiquement, en fait. Ce n'est pas un seul trait. Bon. Et je vous montre ce que ça donne dans une partition avec des hauteurs relatives. Vous avez aussi, en fait, vous avez 5 notes. Voilà. Je ne sais pas si c'est extrêmement explicite pour vous que vous avez 5 notes, en fait, mais en tout cas, vous le voyez dans la partition avec les notes carrées noires qui ont cet avantage-là de nous donner précisément, enfin, en tout cas, de faire voir plus facilement. Donc, en fait, au niveau de ce que ça va vous faire, ça fait vous avez une coupure en fait entre les deux qui vous indique, si vous voulez, que la note avant la coupure est importante en fait et tenue, si vous voulez. Et ça, c'est un des moyens justement d'indiquer que là, on va retenir le... J'aime pas trop dire plus long ou plus bref. Enfin, il ne faudrait pas penser dans un système binaire long-court, en fait. C'est pour ça que je ne dis pas trop ça, mais en tout cas, c'est plus retenu. Voilà, donc ça, c'est un moyen, un grand moyen qu'ont ces écritures de donner le rythme au sein, vous voyez, d'une syllabe où il y a beaucoup de notes. Un autre moyen, c'est en fait d'ajouter des lettres qui vont vous dire ici, il faut tenir ou ici, il faut aller plus vite. Donc, vous avez le T pour tenete, tenir, ou expectare, X,
Et puis plus vite, céléritaire, c'est comme le mot célérité en français. Donc ici, vous voyez des T. Voilà. Donc quand vous allez avoir etche, vous ne faites pas etche parce que vous avez le grand T au-dessus là. Donc il faut bien se dire que ces deux notes-là vont être plus longues. Et autre moyen, vous avez ce qu'on appelle des épisèmes qui sont des petits traits que vous ajoutez. Et là, je vous ai entouré beaucoup d'épisèmes. Il y a des endroits où, enfin des livres où il y a plus ou moins d'épisèmes. Ici, il y en a pas mal. Mais ça veut dire qu'en fait, la note, il lui rajoute une notion de longueur. Donc, vous voyez que sur cette partition, en fait, il y a énormément d'indices rythmiques si on les combine tous. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez, il y a à la fois il y a un épisème et à la fois il y a un T net et il y a un T. Donc, en fait, si vous voulez, au niveau longueur, c'est plus, plus. Vous avez longueur normale, vous avez plus, et puis vous avez ici, là, c'est vraiment plus, plus. Donc, ça met même des nuances. En fait, ce n'est pas juste long et bref. C'est qu'il y a des moyens de dire très long, plus long, moins long. Bon, mais ça reste toujours relatif à ce que vous faites comme nœud de base et ce n'est pas mesuré. Ce n'est pas une double croche, une noire. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais il y a quand même des notions de relativement plus long et moins long. Ce que je voulais vous montrer, un dernier point sur ces notations, la manière de donner des éléments rythmiques, c'est une famille de neumes. Donc, je vous ai parlé des neumes, c'était des neumes suisses, des neumes de Saint-Gall qu'on a vus. Ça, c'est la famille de Lan. Donc, le principe est le même. Vous voyez le texte, les neumes au-dessus. Par contre, vous voyez bien que ça n'a pas tout à fait la même tête, on va dire. Alors ici, vous avez deux neumes de base, ce qu'on appelle Unchinus et Virga. Si vous regardez le premier neum que j'ai mis là en bas, vous en avez partout dans la partition. Et puis Virga, pareil, ce petit trait comme ça, ce petit accent. Donc, vous en avez absolument partout et vous voyez que le système fonctionne avec ces deux neumes. Alors, ce qui est intéressant dans ce système de Lan, c'est que lui, justement, pour montrer la différence entre du long et du court, il utilise beaucoup la notion du geste graphique, si c'est d'un seul trait ou si c'est séparé. Vous voyez ici, je vous ai entouré d'un seul trait. Donc, d'un seul trait, ça va être, encore une fois, vocalement d'un seul trait. Par contre, il est tout à fait capable, donc 1, 2, voilà, il est tout à fait capable de faire la même chose, mais en deux traits. Il met un unchinus et une virga derrière. Et donc là aussi, 1, 2. C'est bien un homme de deux notes. C'est les mêmes notes, mais la notion rythmique de la manière dont il l'a noté, vous voyez, il a fait ça et ça. C'est beaucoup plus long que de faire ça. Voilà. Il n'a pas noté de la même manière et c'est pensé différemment. De même, pour les neumes qui descendent, vous voyez, il fait tac-tac. Alors ça, à votre avis, c'est quoi? D'un seul trait, c'est court, d'accord? Voilà, 1, 2. Et après, il fait tac-tac, 1, 2. Là, il a détaché la notation, il a fait long. Donc, en fait, sa manière de faire, c'est ça. Alors, il n'y a pas que ça comme principe, mais en tout cas, il a pour principe de lier les choses comme ça quand il veut faire quelque chose justement de lié d'un seul trait ou de détacher. Et ça donne une notion de plus long, justement. Et ça va jusqu'à, alors là, vous voyez, on est avant la communion, on est sur le verset d'offertoire. Vous voyez ce nuage de Unchinus. Ça veut dire que c'est vrai, c'est lent parce qu'il a tout détaché. Et juste derrière, vous avez quoi? Ça. Ça, c'est quand même sacrément d'un seul trait, ça vous fait une grande vocalise. Alors, pour vous montrer à quoi ça ressemble, en fait, dans la notation, si vous voulez, la notation noire, justement, ne donne pas du tout toutes ces nuances, puisque c'est pareil, vous avez des carrés partout, c'est la même chose. Mais en gros, vous avez mais parce que le deuxième motif qui est très très lié, il est complètement lié justement, il est très rapide. Donc voilà le contraste qu'il est capable d'introduire en fait visuellement et dans le geste du graphiste pour vous donner des notions rythmiques qui sont assez importantes. Ça c'est le système donc de Lan. Voilà, oui, je vous ai montré Alors, du coup, on a vu qu'il y avait des moyens dans ces notations, il y avait des graphies spécifiques, il y avait des coupures pneumatiques, il y avait des ajouts de lettres et d'épisèmes, et dans les neumes de Lan, il y avait cette idée de couper les neumes ou d'écrire d'un seul trait. Donc, tout ça, ce sont des éléments quand même. Alors, pour moi, ça crée un système rythmique à, je dis, au moins 3 temps, avec une notion de contraste et d'extension du temps qu'il faut penser dans le contexte et en fonction de l'accent. Vous avez une sorte de valeur moyenne, voilà, comme récitation. Et ensuite, vous avez, donc je vous ai mis effectivement la virga et le tractulus qu'on a vu, du plus, je dirais, il y a du plus et du plus plus, mais enfin bon, il y a du plus, vous êtes capable de faire
noter que c'est plus long. Et vous avez du moins. Alors, le moins, ça, c'est parce que autant ils vous ont mis les petites lettres T pour retenir le son, mais vous avez aussi le C, céléritaire, avancé. Donc, il est capable de faire des choses plus rapides. Donc, ça fait un système à au moins 3 temps et à voir les nuances selon l'accent latin, selon le sens du mot. Pour vous dire rapidement, si vous regardez Ecce Virgo, la partition, logiquement, en fait, par exemple, Emmanuel est un mot très important. Vous allez vraiment en profiter pour le faire vraiment long. Les neumes sont longs, mais il faut penser toujours le texte, en fait. Le texte est toujours premier. Donc ça, c'est vraiment important de garder ça à l'esprit parce que c'était dans leur esprit, justement. À partir de là, donc ces systèmes du 9e siècle, on arrive à ce que j'ai mis vers la portée, vers la notation diastématique, vers la musique mesurée. Ce qui se passe entre-temps, c'est qu'il y a un moine qui s'appelle Guido d'Arezzo qui invente en fait le fait de nommer les hauteurs relatives et qui a cette fameuse main guidonienne, vous voyez, utré, mi, fa, sol, la. Donc en fait, avec la fameuse antienne ut queant laxis resonare fibris mira gestorum famuli tuorum, et ensuite solvet poluti labi reatum sancte Ioannes. Et en fait, au début de chaque phrase, vous avez ut, ré, mi. Et donc, c'est ce qu'on appelle le fait de solfier, en fait, de sol avec le sol, qui permet d'avoir ces idées de notion de hauteur relative. Et progressivement, on va arriver vers la portée, mais progressivement, vous allez voir les systèmes d'écriture au 11e, 12e siècle, et puis une notation sur 4 lignes avec des lettres clés. On a déjà vu des 4 lignes, parce que je vous ai montré des notes carrées là. C'est ça qui arrive au 13e siècle. Donc, on va vers une musique qui n'est plus adiastématique, mais qui est diastématique, c'est-à-dire avec des hauteurs relatives notées sur des lignes, et puis une musique mesurée. Alors ça, c'est question du rythme, justement. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans des notations mesurées. Alors, pour vous donner une idée, en fait, les familles de notation, il y en a beaucoup. Voilà. Donc là, on a vu sangalienne et lent, mais il y a aussi, je sais pas, une notation catalane, une notation aquitaine, une notation bretonne, anglo-normande, des notations allemandes, Italie du Nord, bénévent. Donc, il y a beaucoup de systèmes qui cohabitent. Et cette carte, elle est faite par les moines de Solesmes, avec des distinctions, vous voyez, entre la langue parlée et puis le domaine de la notation. Enfin, ils ont essayé de superposer les différentes données. En tout cas, ce sont des systèmes qui sont concomitants, qui cohabitent. Il suffit qu'un chant travaille dans tel endroit avec son savoir et sa manière de noter pour qu'on ait des manuscrits qui circulent. Typiquement, la notation bretonne, par exemple, vous en trouvez à Chartres. C'est pas la Bretagne, mais les moines bretons ont été expulsés, ont avancé, ont vendu des manuscrits ailleurs. Donc, il faut penser quelque chose de très, disons, multiculturel en quelque sorte au niveau de la notation, entre le 9e et le 13e siècle. Alors, je vous montre une notation intéressante, c'est une notation aquitaine ce manuscrit la date du 11e siècle. Donc là, vous voyez, on n'a que des petits points, on appelle ça in canto aperto, à champ ouvert. On n'a que des petits points, c'est à point détaché. Et là, les notions de rythme, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, les nuances, il y en a beaucoup moins déjà. Vous n'avez plus d'épisème, vous n'avez pas de lettres significatives, des coupures pneumatiques, bon, voilà. Et puis, le fait de la séparation graphique, de toute façon, tout est détaché pratiquement. Donc ici, on est par contre, ce que vous voyez, si vous regardez chez Virgo, c'est que vous voyez qu'on peut tirer des lignes. Donc on est dans une forme de notation où on commence à vraiment hiérarchiser très clairement les hauteurs. Si vous regardez ce qui se passe aussi à Bénévent, donc là on repart en Italie au Xe siècle, on a une partition, donc vous avez des neumes qui ressemblent un petit peu à ce que vous avez déjà vu, et ce qui est intéressant, c'est que vous avez une clé, qui est un F, Fa, et une ligne qui est tirée, en général en rouge. Voilà, vous avez déjà une ligne. Donc à partir de ça, vous pouvez en fait assez bien lire les hauteurs relatives. Donc là, on est déjà largement vers la notation diastématique. Et au niveau du rythme, on a beaucoup moins de précision. On voit encore en fait les choses qui sont liées d'un seul tenant, on voit encore des paquets de neumes entre guillemets, mais on est moins précis qu'on l'était dans les manuscrits que je vous ai montrés en détail. Et ici, on a, je vous montre, une notation donc, de type Messine. C'est la même famille que les neumes de Lan qu'on a vu tout à l'heure. D'ailleurs, vous verrez, ça ressemble. Klosterneuburg, ça c'est en Autriche, pas très loin de Vienne. 13e siècle. Alors là, ils ont carrément fait plusieurs lignes. Donc, vous voyez, la ligne de Fa est en rouge et la ligne de Do est en jaune. Donc, ça, c'est un peu un standard des manuscrits. Et vous avez encore 2 lignes supplémentaires, le La et le Mi.
Donc là, on est très très proche d'une partition sur ligne. Par contre, effectivement, on n'a pas du tout des notes carrées ou quoi que ce soit. C'est encore des neumes. Donc, c'est des neumes montés sur ligne. Donc, il y a encore une certaine précision rythmique du neume et on est sur ligne. La révolution, entre guillemets, c'est qu'après, on va se retrouver avec des notions enfin, à partir du moment où on est sur ligne et des notes carrées, on va être beaucoup plus brouillé là-dedans. Alors, une dernière chose, c'est qu'en fait, il y a un théoricien qui avait décidé de justement mettre des hauteurs de notes, mais alors cette fois-ci, non pas à la clé, mais en dessous, en fait, avec les lettres. Vous voyez, parce que les Grecs avaient déjà des lettres pour signifier les notes. Hein, donc là, il vous a mis Ré, donc D, ensuite vous avez, si vous lisez, en fait, vous avez toutes les notes associées au nœud. Comme ça, vous savez parfaitement le nombre de notes qu'il y a dans le nœud. Vous voyez, ici, il y en a deux, après 3, 4. Bon. Alors ça n'a pas du tout été suivi d'effet, mais ça existe. Donc, il y avait aussi cette idée-là, que du coup, on était capable d'indiquer des hauteurs de notes, mais pas dans une partition, dans une portée comme ça, à la verticale, en quelque sorte. Et en fait, là, comme je vous disais, la grande révolution, c'est ça, c'est qu'on arrive du coup à une portée avec une clé, là, ça c'est une clé d'ut, sur la 4e ligne, et une portée musicale avec des notes carrées. Mais alors du coup, le problème des notes carrées, c'est qu'elles se ressemblent toutes, qu'effectivement, il y a certains neumes qui sont un peu détachés des autres, mais elles se ressemblent quand même toutes. Et il n'y a pas de... Plus tard, on va inventer un système en fait, qui donnera des valeurs en fonction de la graphie de la note carrée, mais à ce moment-là, ce n'est pas le cas. Ce qui est très important à voir, c'est la taille relative du texte par rapport à la partition. Parce que tout à l'heure, j'avais mis à titre d'exemple, à titre de rappel, le Saint-Gall, vous voyez, c'est un texte neumé. Et il y a un mot latin qui s'appelle neumatizare, donc mettre des neumes sur le texte. Mais là, vous avez une grande partition et un texte. Alors, il reste illustré, doré à la feuille d'or quand même, le texte. Hein. Ça nous rappelle encore une fois que le texte est premier. Là, c'est le graduel de Fontevraud, qui est un des plus ornés, les plus magnifiques, avec beaucoup d'or, justement. Mais c'est important de voir que la taille relative de la partition par rapport au texte. Donc, à partir de là, en fait, ce qui va se passer, c'est que le rythme n'est plus dans la partition. Alors, aujourd'hui, on travaille avec un graduel dit triplex. Vous avez à la fois les notes carrées qui vous donnent les hauteurs, et en haut, vous avez la notation de Lan, et au milieu la notation carrée, et en bas la notation de Saint-Gall. Donc ça, pour vous rappeler en fait toute la richesse, disons, rythmique qui n'est pas dans les notes carrées. Donc du coup, on travaille avec ça. Et il faut choisir entre Lan et Saint-Gall, parce qu'ils ne sont pas toujours complètement d'accord ensemble au niveau du rythme, mais ça donne une vision, enfin on est obligé de compléter en fait tout simplement les notes carrées qui ne sont pas assez précises, enfin qui ne sont pas précises du tout, et qui peuvent pousser à faire une interprétation très plein champ justement. Ouais, voilà, j'arrive à la conclusion. Voilà, alors du coup, pour la conclusion, si vous voulez, c'est qu'on est parti d'un chant liturgique latin monodique vers le IVe siècle jusqu'au XIIIe siècle, avec tous ces systèmes d'écriture. On a ensuite un chant liturgique latin qui reste monodique, d'accord, une grande partie du répertoire. On a un chant liturgique latin en polyphonie, avec les compositeurs qui vont énormément composer. Et en fait, dans l'office, vous allez avoir des parties chantées en monodie, c'est-à-dire une seule voix, et des parties comme l'Alléluia ou le Benedicamus Domino chantées à 2 voix, plusieurs voix. Et puis, il va donc y avoir une évolution, c'est que d'un côté, le chant qui est resté monodique, il va devenir du plein chant, c'est-à-dire du cantus planus, où il y a un rythme plat, en quelque sorte, égalité des notes et perte des nuances rythmiques. Et puis le chant en polyphonie, lui, il va évoluer vers des systèmes de notation où il y aura de la musique mesurée. Alors du coup, la question, c'est est-ce que, justement, quand on gagne en notation des hauteurs, est-ce qu'on perd Enfin, clairement, on perd en information rythmique. Alors, on avait au XVIIe siècle un moine, donc Pierre-Benoît de Jumillac, qui disait donc le plein chant a toujours une mesure égale dans chacune de ses notes, laquelle est communément appelée plana ou mesure pleine. Bon, on voit comment était devenu ce chant, en fait. Le Trésor de la langue française nous dit ce chant dans son interprétation décadente du XIIIe au XXe. Bon, pourquoi du XIIIe? Parce que justement, au XIIIe, on arrive à ces notes carrées et on n'utilise plus des manuscrits antérieurs avec plus de nuances rythmiques. Alors, ce que je pense par rapport justement à ce séminaire du rythme et de toute sa signification, c'est que le fait de changer de paradigme en fait, de notation des rythmes, ça correspond aussi à des nouveaux modes de pensée et de relation donc, entre le signe et le sens, et particulièrement entre le signe et le texte, justement, et entre la musique et le texte.
Je pense que ce qui est important aussi, c'est par rapport à la manière dont le compositeur va composer, parce que jusqu'ici, vous avez vu, en fait, le chantre va noter les neumes sur le texte, mais toute la musique, il l'a dans la tête, ou il l'improvise, ou il l'a. Donc, il ne compose pas en écrivant, en fait. Il compose d'abord et il écrit après. Il n'écrit pas quelque chose qui va être chanté. C'est très différent. Donc, du coup, on est capable d'inverser ce phénomène-là à partir du moment où on a des notations de type 13e siècle. Sur le rapport texte-musique, je vous ai fait voir l'importance relative du texte et de la musique, mais en fait, ça devient extrêmement clair avec la polyphonie, puisqu'on n'entend plus aussi bien le texte, par exemple. Et puis, vous regardez les partitions, voilà, et l'importance de la musique par rapport au texte et par rapport au sens. Ça évolue complètement. Mais l'ouverture vers ça, c'est aussi ce système de notation. Et ça interroge aussi, enfin, la question de la mémoire et de la transmission. Je vous ai dit, c'est des aides-mémoires. C'est bien des aides-mémoires, mais ça veut dire que vous avez déjà entendu, vous connaissez et vous vous rappelez vaguement. À partir du moment où on a Guido d'Arezzo et qu'on fait en fait de la transmission avec des choses où on est capable de chanter des choses qu'on n'a jamais entendues, c'est embêtant si on croit qu'on a le bon rythme alors qu'en fait on ne l'a pas parce qu'il manque des informations rythmiques dans le système d'écriture. C'est comme ça qu'on en arrive à un plein champ. Donc, ça questionne vraiment cette question de la mémoire et de la transmission, parce que croire que parce qu'on a une partition et qu'on sait la lire, on sait chanter en fait la chose qui était dans l'idée du compositeur, dans ce cas-là, par exemple, c'est faux. Il y a beaucoup de gens qui ont chanté du grégorien en étant complètement note à note, alors que ce n'est pas possible que ce soit comme ça d'après les manuscrits. Voilà, pour vous dire une question de bibliographie liée à cette présentation, vous avez l'histoire de la notation où Marie-Noëlle Colette fait un grand chapitre justement sur tous ces systèmes d'écriture jusqu'au XIIIe siècle, et ensuite ses collègues qui vont expliquer des notations mesurées en notes carré noir. Évidemment, vous avez le travail de l'abbaye de Solesmes sur les différents systèmes d'écriture, et je citerai aussi un livre qui est très intéressant de Jean-Claude Schmitt, qui ne dépasse largement le cadre de la musique, mais les rythmes au Moyen-Âge, qui parle aussi des rythmes, notamment dans les manuscrits, mais au niveau visuel, iconographique, qui est aussi très intéressant et qui mentionne également la musique. Ben voilà, tout à fait, donc c'est parfait. Donc voilà, écoutez, avec cette petite vue d'ensemble, j'espère suffisamment illustrée pour être quand même assez claire. Voilà, j'espère avoir donné une certaine vision du rythme dans ces premiers systèmes de notation, premiers manuscrits. Merci d'avoir fait ce panorama rapide pour des questions extrêmement complexes qui ont fait travailler pendant, j'allais dire, des années, une partie d'ailleurs ici en Sorbonne, de paléographie musicale. C'était vraiment très complexe. Je ne sais pas si on a 2-3 minutes pour une ou deux questions. Oui. Moi, c'est plutôt une réflexion, c'est un panorama tout à fait passionnant, et je m'interrogeais aussi parce que vous parlez du rapport entre le texte et la musique, c'est évidemment essentiel, mais on sait que la lecture, en tout cas à ses débuts, ce n'était pas une lecture individuelle, c'était une lecture collective, une lecture musicale, enfin une lecture en tout cas scandée, que Florence m'a parlé du 10e, 11e siècle. Et donc, je voulais savoir si pour vous, il y avait un parallèle entre ces deux phénomènes. Vous voulez dire le fait que tout soit, en fait, tout est chanté, en fait. Tout est chanté, clairement. Tout est chanté. Et donc, après, quand l'imprimerie est arrivée, on a pu accéder à des lectures individuelles. Mais voilà, je m'interrogeais en fait sur le parallèle entre les deux. Pour moi, de mon expérience, c'est tout à fait parallèle. Parce que c'est ce qu'on appelle, nous, la musique de la langue. C'est-à-dire qu'il y a une grande inspiration des musiciens-interprètes qui viendront après les compositeurs, parce que, comme on a dit, il faut trouver pareil les choses. Là, on est plutôt sur des musiciens-interprètes. Et en fait, ils sont très inspirés par la déclamation de la langue elle-même, comme c'était chez les Grecs, sans doute. Ce qui fait que souvent, d'ailleurs, on n'a pas beaucoup de mal à chanter ce chant grégorien, parce qu'en réalité, il est très adapté à la langue, etc. Je me souviens d'un exercice que j'ai fait faire à mes étudiants, je leur disais, prenez le texte latin et composez vous-même une monodie. Ouais. On demandait à leurs camarades de chanter cette monodie, ils n'y arrivaient pas, alors que quand on prenait la même faite dans le cas du chant grégorien, c'était beaucoup plus facile, plus fluide. Alors, évidemment, il faut apprendre un peu, parce que même dans les moments de virtuosité, ils sont très très proches finalement des accents du texte, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment un rapport
très important entre la déclamation, peut-être même le théâtre, et puis, les musiques de cette époque-là. Alors après, on va arriver sur des musiques de virtuosité, etc., qui sont un peu différentes dans les siècles. Ça va se séparer, en fait. Sur le texte ne sera plus, même par exemple dans la polyphonie, par exemple, le texte ne sera plus qu'un prétexte, un porteur de notes, avec même parfois dans la musique, parce qu'on est dans ce qu'on appelle l'isorhythmie, on a des cellules rythmiques qui vont complètement casser des mots en plein milieu du mot, etc. Donc on voit bien qu'il n'y a plus du tout ce rapport à la langue. Je ne sais pas si je vous ai... Oui, non, j'ai juste la notion du collectif et de l'individuel, qu'en fait, dans la vie monastique, les moines, ils disaient le texte dans leur cellule. Enfin, il y avait une dimension d'individuel, y compris une dimension de dire le texte dans sa tête ou de le dire, enfin, de le lire sans le dire. Hein. Il dit justement, Jean-Claude Schmitt, que c'est un peu une légende, le fait de dire qu'on ne savait pas lire autrement qu'à voix haute. Hein. Enfin, voilà. Mais par contre, le texte chanté en continu et tous les textes, y compris les lectures, vous voyez la différence si vous allez dans une liturgie catholique en fait aujourd'hui, par exemple. C'est qu'il faudrait que ce soit, enfin, théoriquement, c'est fait pour être tout est chanté. Ça, c'est... On appelle la compilation. Voilà, et d'où le fait aussi que des notations, enfin, les choses qui sont simples, les lectures, tout ça, en fait, le chantre connaît très bien la technique et il n'a pas besoin pour faire ta da 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 ta da 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 ta da. Typiquement, il va faire ça pour n'importe quelle phrase. Il va toujours finir. Voilà. Donc, ça, il n'a pas besoin de. Il prend n'importe quel texte, il le fait. Donc, on n'a pas besoin de noter tout ça. En fait, on note les choses un peu virtuoses ou voilà, les choses qui sont dignes d'être notées, qui ne sont pas dans le. On a écrit avec François Ducard et d'autres, on a écrit des articles dans ta livre que tu as publié autour de la déclamation. Et vous avez des langues où c'est vraiment l'intonation musicale qui va exprimer l'interrogation, une exclamation, etc. En fait, j'avais expliqué dans cet article-là que la gradation pour un musicologue, finalement, et un acousticien, la limite entre le texte déclamé et puis un texte chanté, c'est très mince, hein, parce qu'on l'a classé comme ça, parce que naturellement, on dit là vous chantez, là vous parlez, mais en réalité, c'est très très difficile de faire la différence. Il suffit de mettre plus d'emphase quand vous allez parler au public, etc. Et vous entrez dans des domaines musicaux qui sont du volume, du phrasé, des accents, etc. Donc, tout ça, voire même des hauteurs. Pas obligé d'être dans des langues à fond, mais on a quand même des hauteurs. Je voulais juste rajouter une petite chose dans la notion de rythme qu'on perd un peu. Vous avez raison, ça c'est très intéressant. On perd un peu et qui revient. Il y a quand même l'histoire de la polyphonie. À partir du moment où on va chanter à plusieurs, évidemment, là, les problèmes de rythme deviennent fondamentaux parce qu'il faut avoir des durées qui vont faire que vous allez réussir à arriver ensemble sur des points donnés que là, on n'a pas pu aborder parce que là, on rentre dans le 14e voilà. siècle. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, je n'ai pas encore vu de langue. Merci, c'était passionnant. Oui.